prendre cet après-midi consacré au digital, à l'emploi, au recrutement dans le digital. On a évoqué les salaires du digital sur une précédente table ronde. Merci pour le micro. Et on va maintenant parler sourcing et recrutement. Quelles sont les nouvelles pratiques de diffusion des offres d'emploi? C'est avec, à mes côtés, Stanislas... pardon, j'ai 15 noms en fait sur la liste. Le fondateur de Clémentine, bonjour, à côté de moi. Emmanuel Stanislas, c'est l'inverse. Vous êtes donc fondateur de Clémentine, hein, qui est très spécialisé justement sur le recrutement. Et puis, à vos côtés, Florent Balayer, vous êtes directeur commercial de LinkedIn France. Exactement. C'est bien ça? Ouais, absolument. Bon, bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, le thème, je le rappelle, hein, c'est vraiment le sourcing des candidats, comment aller finalement chercher les meilleurs profils et évidemment les placer dans les entreprises. Est-ce qu'on entend bien là, le micro? C'est bon? Tout le monde m'entend? Merci. Alors, avec vous deux, on avait Nicolas Monnier qui devait être avec nous de Multiposting, hein, qui est une start-up spécialisée dans la multidiffusion d'offres d'emploi qui a un empêchement. Donc, on va organiser cette table ronde avec vous deux, mais c'est un grand plaisir. D'abord, une première question un peu directe, et c'est pour vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend le candidat d'aujourd'hui, celui qui est un peu 2.0? Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée là-dessus? Ce que je constate, c'est que les candidats veulent en savoir toujours un peu plus. Et ce qu'ils demandent aux annonces, ce qu'ils demandent aux présentations qui sont faites par des cabinets ou par des entreprises, des postes qui sont à pourvoir, c'est d'en savoir un petit peu plus. Et on constate d'ailleurs que les annonces les plus riches, les mieux renseignées, sont celles qui rendent le plus de résultats. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça que permet aussi les réseaux sociaux, c'est qu'elle permet aussi aux candidats d'en savoir plus, de rechercher des informations sur les entreprises qui recrutent. De votre côté, bon, évidemment, la question paraît évidente, hein, du côté de LinkedIn, mais est-ce que vous aussi, vous avez un avis à nous donner sur la perception et les attentes qu'ont les candidats aujourd'hui? Alors, sur LinkedIn, c'est un peu... d'un point de vue de LinkedIn, c'est dur d'y répondre. Enfin, c'est dur et facile à la fois. C'est que la tentation est facile de penser que sur LinkedIn, il n'y a que des candidats, mais on ne parle pas de candidats en fait. C'est des membres. C'est des membres qui, à 80%, sont sur la plateforme, non pas pour rechercher un travail, c'est uniquement 20% d'entre eux recherchent un travail sur LinkedIn. Donc je pense que le candidat, et ça ne vous aura pas échappé, les réseaux professionnels et les digitalisations ont un peu perturbé la manière dont fonctionnent les entreprises, le rapport des entreprises avec les candidats, et que le rapport de force, des fois, c'est inversé, et que c'est le candidat qui choisit son entreprise et pas l'entreprise qui choisit son candidat. Je crois que le candidat est très avide de connaître... déjà, je pense qu'il a envie d'une expérience aboutie, en tout cas sur LinkedIn, lorsqu'il voyage. Nous, on mesure son parcours sur LinkedIn. Il a envie que l'expérience soit réussie, c'est-à-dire que de l'information pertinente lui soit poussée, que s'il est serrurier, on ne lui pousse pas un poste de pompier, c'est tout bête, mais voilà, la personnalisation d'un message. Si je suis en effet une personne avec un background plutôt technique, est-ce que je serai aussi sensible si j'ai une vidéo qui ne parle que d'une dimension sales ou marketing? Je ne suis pas certain, donc je crois que la personnalisation du message contribue à améliorer l'expérience du candidat et de son rapport avec l'entreprise. De votre côté, Emmanuel Stanislas, chez Clémentine, qu'est-ce que vous percevez des outils aujourd'hui de ce candidat, hein, comme voilà, si on imaginait dans notre tête un candidat type, comment il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est ultra connecté, très justement connecté sur des réseaux comme LinkedIn? Est-ce qu'il est multi justement réseau? Est-ce que le profil du candidat a changé sur cet aspect-là? Bon, vous interpellez un cabinet qui est spécialisé sur les métiers de l'informatique et du web. Donc naturellement, notre population, elle est comme vous, elle est extrêmement connectée. Elle est connectée évidemment à la fois sur les réseaux sociaux, parce qu'étrangement, on a les mêmes candidats qui sont à la fois sur LinkedIn et Viadeo, comme s'il y avait une obligation, une nécessité d'être à la fois sur l'un et sur l'autre, pour l'écrasante majorité de ce que nous constatons. Et puis, il y a tous les autres médias, c'est-à-dire Facebook, Twitter et autres, ou des blogs personnels dans lesquels on va préciser ce que sont nos projets personnels, nos réalisations, nos diplômes, nos hobbies. Donc je crois qu'on est vraiment multimédia. Alors,
Vous parliez de blog, moi je m'arrête là-dessus. Le blog spécialisé, c'est très rare, c'est moins rare, c'est mainstream, c'est quoi? On a beaucoup de candidats qui s'expriment au travers d'un blog. Je rebondis sur ce que disaient mes confrères juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, sur les profils techniques, vous avez des profils techniques qui ont à la fois des réalisations liées à leur emploi actuel et en même temps des projets qu'ils mènent à côté. Et donc, effectivement, c'est ça qu'ils cherchent à mettre en valeur et c'est ça aussi qui sont appréciés à la fois par les recruteurs et par les employeurs potentiels. Donc il faut à la fois, ou il convient à la fois d'avoir des projets personnels et en même temps de savoir les mettre en avant et les mettre en valeur. Et puis l'idée aussi c'est de rentrer en contact pour échanger justement autour de ce que sont nos réalisations, nos points de vue et nos hobbies, nos projets. Alors on parle justement d'outils de votre côté chez LinkedIn. Est-ce que vous savez si un de vos membres est également, est-ce que vous regardez de près? Peut-être que oui, j'imagine que oui. Est-ce que vous savez si tel ou tel membre est multiconnecté à d'autres plateformes et si oui, comment est-ce que vous traquez ce type d'informations? Non, on n'a pas d'outils. Alors, LinkedIn est une entreprise de data, mais on ne mesure pas cette data. On n'a pas la capacité de savoir si Pierre, Paul et Jacques sont à la fois sur Pinterest, sur Viadeo ou autres. Non, c'est pas des choses que l'on mesure. Il y a plein d'autres choses qu'on mesure, mais pas celle-là. Par contre, j'ai pas de statistiques non plus, mais je suppose que 90% des citadins 25-40 ans ont un profil au moins sur un réseau social, professionnel ou non d'ailleurs. Voilà. Et parce que Facebook, qui n'est pas un réseau professionnel, peut aussi des fois être utilisé à des fins de sourcing, par exemple. Justement, pour faire la comparaison avec votre concurrent Viadeo, on a remarqué, en allant en région notamment, en organisant des conférences en région, avec un lever de main dans la salle, que Viadeo était majoritairement utilisé en région, versus LinkedIn, qui est peut-être plus urbain. Est-ce que c'est votre constat aussi ? Ça l'était. Je crois qu'un acteur franco-français qui a une excellente technologie a fait son travail, un très bon travail. LinkedIn s'est installé en France il y a 4 ans. Laissez-nous le temps de rattraper le retard. Et on sent que ce gap est en train de se réduire. Voilà. Le nombre de membres en France pour LinkedIn en 4 ans, en 2 ans, a été multiplié par 4. Ce qui est phénoménal, c'est 2 nouveaux membres. Aujourd'hui, combien de membres sur la France, LinkedIn? Plus de 8 millions. 8 millions? Oui, plus que 8 millions. D'accord. Plus que 8 millions. 13% d'entre eux sont des étudiants. C'est la population, le segment de population le plus en croissance. Et voilà, donc l'écart se réduit en région. Donc j'imagine que vous confirmez, évidemment, vos candidats ou ceux que vous accompagnez sont des multi-utilisateurs de LinkedIn. Multi-utilisateurs, sur assurément. 8 millions, il doit y en avoir pas mal. Assurément. Qu'est-ce que vous conseillez d'ailleurs chez Clémentine sur l'actualisation ou la création de profils? Est-ce que vous les accompagnez directement là-dessus ou est-ce que vous les laissez libres de remplir justement leur profil à eux? On ne peut pas dire qu'on les coach, mais effectivement, lorsque la question nous est posée, on répond. Et puis, de toute façon, parfois, on va demander à un candidat de compléter son CV ou sa présentation parce qu'on est dans une situation où on a décidé communément de le présenter à un client. Et puis, parfois, on peut aussi lui faire une remarque sur le fait qu'il y a une discordance, un écart entre ce que j'en comprends après une heure d'entretien et ce que j'en ai lu, ce que j'en ai vu sur le web. Donc, on peut aussi l'interpeller sur cet écart. Alors, je reste toujours sur ma question du sourcing. Comment est-ce que vous sourcez chez Clémentine vos candidats et sur quel support? Naturellement, on est obligé de faire tout support confondu. On fait feu de tout bois, le marché est assez difficile, le marché est à la fois disparate, donc on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, à la fois les réseaux sociaux professionnels naturellement, mais évidemment toutes les nouvelles technologies. Donc les réseaux sociaux que vous aviez évoqués tout à l'heure, d'accord. Est-ce qu'il y a des... Et puis surtout, la chasse traditionnelle, j'ai envie de dire aussi que Clémentine a été fondée en 2000 et qu'elle a été fondée avant l'avènement des réseaux sociaux et que Clémentine n'est pas précurseur. On avait le métier du chargé
de recherche dans nos métiers, c'est-à-dire qu'on savait identifier des talents dans des entreprises cibles, reconstituer des organigrammes et les approcher. Et c'est un métier qui se pratique depuis des décennies et que je regrette pour ma part, de vieux con, qui se utilise encore trop aujourd'hui uniquement sur les réseaux sociaux et moins sur une approche plus traditionnelle de quelqu'un me recommande quelqu'un, le sourcing, ou alors les scénarios de chasse, parce que ça permettrait à nos clients d'avoir des gens moins visibles, des gens et reconstituer des organigrammes de l'entreprise. C'est peut-être déjà effectivement plus intéressant. C'est quoi cette technique traditionnelle? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une technique traditionnelle qui marche très bien? Très bien, écoutez, ce sont les scénarios. Il y a 3 événements, si vous voulez. L'idée, vous cherchez quelqu'un, vous vous dites où est-ce qu'il travaille. Donc il y a un travail de réflexion autour de l'écosystème. C'est pour ça que Clémentine a fait le choix de l'hyperspécialisation, de pouvoir dire à un client, mes clients sont Blablacar par exemple, nous ont confié des postes de Big Data, savoir nous où est-ce qu'on va trouver des talents du Big Data, premièrement. Donc le choix des entreprises, la cible des entreprises. Ensuite, celui qu'ils vont rechercher, qui est un expert sur une technologie, Hadoop, Cassandra, il s'appelle comment? Quel est son titre? Quel est son intitulé de poste? Ça, c'est quand même pas évident. Bon. Et peut-être que les intitulés de poste ne sont pas les mêmes chez Cassandra que chez les autres. Bon. Puis, expert Big Data n'est pas un intitulé de poste. Ensuite, savoir, donc il s'appelle peut-être comme ça, mais peut-être comme ça. En tout cas, il travaille peut-être dans cette entreprise. Comment je vais trouver son nom? Bon. Eh ben, il faut rentrer dans l'entreprise, prétendre autre chose, prétendre qu'on le convie à une conférence organisée par French Web et qu'on veut organiser et envoyer une invitation personnalisée à tous les experts Big Data. Et puis, bon, ça peut être un scénario. Et je pense qu'effectivement, ça peut permettre d'aller très au-delà des mots-clés. Parce que ce que je regrette avec l'excellence de la technologie de LinkedIn des vidéos, c'est qu'ils ont des champs. Et le problème des champs, c'est que ça permet de faire remonter des talents, des profils, des membres, sur certains mots-clés. Mais si on n'est pas sur les bons mots-clés, on ne les retrouve pas. Ça, c'est le premier volet. Et je regrette que ça permette, ça appauvrisse aussi, je trouve, le métier du recruteur, du chasseur, qu'il soit interne ou externe à Blablacar, parce qu'effectivement, ça permet à des gens non compétents de chasser, parce qu'il suffit d'avoir la dizaine de mots-clés pour la passer dans un champ pour voir des profils remonter. Alors vous parliez justement de recommandations, et c'est évidemment un levier assez fort sur LinkedIn, en tout cas dans ce que vous communiquez sur cet outil-là. Que représentent les recommandations sur LinkedIn? Est-ce que vous connaissez l'efficacité de la recommandation sur un profil ou sur un autre? Non, je connais celle d'avoir une photo. Oui. Ouais, vous avez 7 fois plus de chances d'être screené et retenu par un recruteur si vous disposez d'une photo professionnelle, où vous êtes propre sur vous. Je ne connais pas celle des recommandations. Néanmoins, je sais que c'est un critère coché. C'est un des critères que l'on peut cocher. Combien de recommandations? Encore une fois, c'est quelque chose que j'encourage véritablement à endorser quelqu'un sur une compétence ou une autre, dire que j'ai travaillé avec un tel et une telle, parce que c'est avant tout, on n'est pas des candidats, on est des membres, et c'est l'identité, il en va de votre identité professionnelle, digitalisée, et à la vue de aujourd'hui 320 millions de membres qui constituent la plateforme LinkedIn. Donc même si vous n'avez pas n'êtes pas dans l'idée de chercher un boulot, je pense que ce volet recommandation est très important. Alors le reproche qu'on nous fait, c'est ouais, mais souvent les recommandations, elles sont toutes positives. Celui qui n'aura pas de recommandation, alors si je veux pas faire de recommandation, j'en fais pas. Et donc celui qui n'aura pas de recommandation, au final, pourrait être considéré comme une personne peut-être un peu moins bonne. Est-ce que les abonnés... parce qu'il les a peut-être pas réclamés. Il y a des gens qui sont extrêmement actifs dans la mise en avant de la promotion d'eux-mêmes et qui demandent beaucoup. Non, je suis d'accord. Je pense que peut-être que c'est dans 10 ans où on verra avec, j'espère, la croissance toujours exponentielle de LinkedIn, où peut-être que les profils vont se remplir, où le taux de remplissage va être de plus en plus fort. Si 90% des personnes ont au moins 2 recommandations, on pourra s'interroger sur ceux qui n'en ont pas. J'avais une question sur l'offre premium de LinkedIn, parce que pour ceux qui le savent, il y a 2 accès en fait sur LinkedIn, un qui est un peu illimité mais avec des fonctionnalités limitées, et puis une offre premium. Est-ce qu'il est plus efficace pour un membre
potentiels candidats de trouver un job en étant un abonné premium. Oui, alors ça fait donc le business model, en effet, merci de le rappeler, de LinkedIn, c'est ça, c'est à la fois des abonnements premium, mais qui ne font que 20% du chiffre d'affaires de LinkedIn. Moi, je suis directeur commercial pour la partie corporate, c'est-à-dire B2B, et qui exclut ces accès premium. Néanmoins, le parti pris de LinkedIn, c'est de dire que 90% de ces fonctionnalités sont gratuites, contrairement à d'autres, notamment un acteur franco-français réseau professionnel. Qu'on n'a pas encore cité. Non. Et voilà, donc en effet, néanmoins, l'accès premium permet de, si vous avez un objectif précis, par exemple, je me mets dans la peau d'un entrepreneur qui a le souhait d'étendre son réseau et de ne pas être limité à son 3e degré de relation, permet en effet de tisser un network beaucoup plus large. Si je suis en recherche active d'un emploi, il peut être en effet utile de faire l'acquisition d'un module premium et que ça accélérera. Oui, tout dépend de la démarche en fait. Tout dépend de l'objectif qu'on s'assigne. Alors il y a LinkedIn, mais il y en a beaucoup d'autres aussi quand même, y compris surtout des petits acteurs. On voit émerger notamment nous sur French Web des petites plateformes qui se spécialisent un petit peu de point A à un point A. Je pense à Web Engineering qui s'est lancé il y a quelques semaines, qui connecte sur le secteur des missions de grandes entreprises, plutôt sur des missions très techniques. On voit émerger d'autres acteurs. Est-ce que ça fait partie, j'imagine, de vos sources à vous, chez Clémentine? Et qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux acteurs? Écoutez, moi je pense vraiment à la dimension humaine qui consiste à aller vers quelqu'un dans un rapport de séduction et pas dans un rapport de force entre un employeur et un employé, un candidat, où l'idée c'est d'établir une conversation. Et la raison pour laquelle je regrette des fois le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est qu'on est surtout sur du chat et de l'échange 140 caractères dans les réseaux sociaux. Je crois plutôt à la mise en contact, parce que je crois en mon métier, sinon on serait que dans un métier d'intermédiation et de matching par mots-clés. Ce que je crois en mon métier, c'est le facteur humain et de la conversation, de s'installer dans une conversation, expliquer, préciser, écouter les questions et les inquiétudes. Mais on avait entendu parler d'opérations, on va dire RH dating, où un DRH prenait la parole en direct, comme ça, pour aller sourcer des candidats. On n'entend plus parler de ça. Pourquoi ? Moi, je les retrouve sur des toutes petites communautés et évidemment plutôt sur du big data, qui sont des experts ou à 30, 40, se retrouvent dans des meet-up, se retrouvent dans des cafés, dans des bars ou dans des lieux comme ici, où effectivement on a des jeunes candidats, en même temps qu'il y a des recruteurs. Je participe à une conférence, si ça vous intéresse, elle est abritée par Dauphine. Elle est ouverte aux étudiants, aux jeunes diplômés comme aux étudiants des grandes écoles autour des métiers du big data. Ce sera un moment de prise de parole avec un certain nombre de recruteurs et en même temps ensuite un moment d'échange principalement avec des étudiants des grandes écoles en recherche d'un stage big data. Donc il y a des rencontres, il y aura 200 personnes, pas plus. Chez LinkedIn, comment est-ce que vous appréhendez justement la multitude de ces petits acteurs? Alors beaucoup perdureront, peut-être pas d'ailleurs, mais comment est-ce que vous appréhendez ça justement sur ces sites de micro-jobbing ou d'autres? Encore une fois, je veux noter la différence entre ces sites qui sont souvent des sites emploi, et nous ne sommes pas un job board. On est un réseau professionnel, 80%, je rappelle. Je ne martèle pas, mais oui, mais bon, c'est important. C'est un outil assez... Encore une fois, rien n'interdit d'être à la fois sur un job board, d'être sur Pinterest, d'être sur Facebook, d'être sur Viadeo et sur LinkedIn en même temps. Donc aujourd'hui, c'est pas... on ne le vit pas comme une menace. Je pense qu'il y a une complémentarité parfaite entre, en effet, des sites emploi qui sont des fois qui adressent une niche. Voilà, c'est pas le positionnement de LinkedIn, donc on n'en voit ni une menace, et je pense que ça ne changera pas la stratégie de LinkedIn de savoir qu'il y a des micro-entreprises qui sont là-dessus. Moi, je voudrais juste dire un mot. Je crois que ce qui intéresse les employeurs et les cabinets... Oui, ce qui intéresse les employeurs et les cabinets de recrutement, c'est justement les 80% de la population qui n'est pas à l'écoute d'un emploi, qui n'est pas à la recherche d'un emploi. Et l'idée, c'est de savoir, et du coup, l'idée est moins la question du sourcing, parce que du monde, il y en a, et on en trouve sur tous les réseaux sociaux, sur les job boards et ailleurs, et avec simplement Google. L'idée, c'est aujourd'hui de savoir comment j'arrive à convaincre quelqu'un qui est bien là où il est, d'aller au moins rencontrer mon client sur le trottoir en face.
Alors, vous parliez de Google. La conviction. Parlons-en de Google. Aujourd'hui, on sait bien aujourd'hui que la mécanique RH passe notamment par une googlisation du candidat. Est-ce que vous le faites, vous, d'ailleurs, personnellement, Emmanuel ? Oui, bien sûr. Oui. Il est très important de ne pas s'en tenir, mais aussi de prendre en compte toute l'information, la trace, les éléments qu'on peut retrouver sur le web et qui sont nombreux. Vous aurez remarqué d'ailleurs que quand vous googlisez un candidat, le premier lien qui apparaît, c'est... On avait remarqué. Non, c'est qui ? Voilà. C'est Google, non ? C'est LinkedIn. Quels sont, Emmanuel Stanislas chez Clémentine, les insights que vous avez aujourd'hui de vos clients, de ceux que vous accompagnez, leurs attentes en matière de sourcing de candidats ? Du coup, le sourcing il est aussi à la disposition du client. C'est-à-dire que le client il n'attend plus que ça. C'est-à-dire que le client il est aussi capable de jouer avec son LinkedIn, son Viadeo, etc. Pour être mis en contact, non seulement mais être mis également en contact et gratuitement avec un certain nombre de collaborateurs de sa concurrence, et parfois même il les a dans son réseau sans s'en rendre compte, sans le savoir, tellement on a de contacts dans ces liens de gens qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il recherche deux choses. D'abord, effectivement, une première approche, une conviction. C'est pas parce que je le connais que je l'ai contacté qu'il va me répondre. C'est pas parce qu'il me répond qu'il va venir me rencontrer ou venir travailler chez moi. Donc la conviction. Et la deuxième chose, c'est évidemment la sélection. C'est-à-dire que si vous tapez un mot-clé sur un métier, tous les métiers qui ont été évoqués, vous en avez des centaines. Alors lequel est le bon ? Et parmi les bons, comment je vais faire pour le venir chez moi ? Et qu'est-ce qu'est un bon ? C'est évidemment une expérience, c'est aussi une réalisation, c'est une réputation, mais c'est aussi une personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas sur une fiche. Et les échecs de recrutement, nous le savons tous et je le constate, sont évidemment plus souvent dus à une difficulté d'intégration dans une équipe que sur le fait qu'il n'a absolument pas les compétences qu'on croyait qu'il avait après 4 entretiens de recrutement. Du côté du recruteur, justement, c'est une question pour vous deux. Qu'est-ce que vous conseillez sur la multidiffusion, hein ? On l'a dit, Multiposting devait être avec nous et c'est une question que je lui aurais posée justement. Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce qu'il n'est pas un peu risqué de vouloir diffuser tout et partout au plus grand nombre finalement ? Est-ce que ça noie un peu l'offre ou est-ce que finalement on peut s'autoriser à multiposter partout ? Nous, on n'est pas Nous, on n'a pas de retour sur annonce. C'est-à-dire que sur les profils ultra pénuriques, de toute façon, on est noyé. On est tout à fait noyé parce que tout le monde recrute. Et lorsqu'il y a un recrutement, par exemple au Big Data chez Blablacar, on peut imaginer que Blablacar passe une annonce, on peut imaginer que Clémentine qui est missionnée pour Blablacar passe une annonce, on peut imaginer qu'une SS2I qui veut le mettre à disposition de Blablacar, si jamais on met 6 mois à le recruter pour Blablacar, elle va se tourner vers sa SS2I et dire en attendant tu peux pas mettre quelqu'un en place pour 6 mois. Donc pour le même poste chez Blablacar, on risque d'avoir 3 annonces sur le web. Et c'est ça vraiment qui se passe. Et donc pour le coup, et du coup si elle est multidiffusée, on a 20 annonces en 24 heures. Donc moi je trouve que de toute façon on est écrasé par le flot d'annonces, ça c'est le premier volet, et de toute façon nous on ne se donne pas tellement de moyens pour le faire parce que malheureusement elles ne rendent pas. Je crois que le candidat attend qu'on vienne à lui, et il est habitué dans nos métiers à ce qu'on vienne à lui. Et de votre côté, quelle est votre perception ? Oui, je pense qu'il faut être assez prudent sur dire je balance tous mes jobs sur toutes les plateformes. L'objectif, c'est en effet pas avoir de la quantité, mais de la qualité. Peut-être qu'il est plus judicieux, si je recherche un développeur, de mettre sur un job board spécifique aux développeurs. Et quant à le diffuser sur LinkedIn, là encore une fois, c'est pas la quantité, pardon, c'est vraiment la qualité du candidat qui fera la différence. Et quand on sait que 80% des gens qui ne sont pas à la recherche d'un travail sur LinkedIn, il y a un devoir, une nécessité de séduction et d'opération séduction qui doit se mettre en branle vis-à-vis de ce membre pour transformer ce membre en potentiel candidat qui est très très forte. Donc voilà. Quant au multiposting, je suis bien entendu pas contre, et que si LinkedIn est une plateforme cible, tant mieux, mais c'est pas une obligation de devoir transvaser tous ces jobs n'importe où. On va prendre une petite question de la salle à mi-parcours. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Oui, je vous en prie. Je vais la répéter après vous. Alors, le CV a-t-il de l'avenir et le job board classique a-t-il lui aussi de l'avenir ? Alors, le CV a-t-il de l'avenir ? La carte de visite, je sais. Le CV, je ne sais pas.
La seule chose que je sais, c'est que je vais vous rediriger vers un lien qui est génial. C'est LinkedIn Labs résumé. Non, c'est une appli qu'on a sortie il n'y a pas longtemps. LinkedIn Labs résumé. Il screen votre profil et il vous pré-mâche le CV et ça fait un CV génial, hyper attractif. La carte de visite, j'y crois pas. Enfin, c'est pas votre question, mais c'est ma réponse aussi. Vous ne croyez pas en l'avenir de la carte de visite? Non, carte de visite, c'est terminé. C'est fini, la carte de visite, c'est fini. Carte de visite, c'est terminé. Ça c'est dit. Ouais, c'est terminé. Ça vient pas de moi, ça vient de mon CEO. Mais je suis complètement d'accord avec lui. Et votre, pardonnez-moi, votre deux. Ouais, les job boards classiques, moi je pense qu'il y a encore une fois, il y a une complémentarité. La mission de LinkedIn, c'est pas de tuer les job boards, loin de là. Il y a de la place pour tout. La mission de LinkedIn n'est pas de faire du sourcing, c'est de proposer les meilleurs outils, même aux cabinets de recrutement qui utilisent à 90% comme source LinkedIn. Donc pas une volonté d'être en compétition, mais vraiment d'être complémentaire. Donc je pense que les job boards ont un bel avenir. Oui, absolument, absolument. Emmanuel, sur le CV et le job board. Le CV est en général bien plus complet qu'une fiche LinkedIn. Donc évidemment, la fiche LinkedIn, elle peut donner envie à quelqu'un de vous contacter pour l'aspect commercial, de chasse et autres, mais il en faut beaucoup plus à un moment. Bon, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, moi j'imagine qu'on ne se transférera pas du papier demain. J'imagine qu'on s'enverra un lien vers un espace que vous abriterez. Vous aurez votre CV et peut-être un peu plus encore, notamment des réalisations. On va prendre une autre question. N'hésitez pas à lever la main. Qui veut poser une question? Oui. Alors, quel conseil aux recruteurs pour, en gros, rédiger une bonne offre, c'est ça, et attractive? Je peux répondre, parce qu'elle sera bref, ma réponse. Peut-être que tu as ensuite... je crois que la responsabilité n'est pas uniquement aux recruteurs dans la bonne écriture d'une belle annonce. Ça ne suffit pas. Je crois que c'est tout un dispositif qui doit être mis en branle pour attirer le talent. Et table ronde numéro 3 sera autour de la marque employeur. Je pense que la marque employeur est clé dans la séduction. L'annonce n'est qu'une petite partie, au final, du dispositif de séduction autour du membre, du candidat. Voilà. Une seule, peut-être, recommandation LinkedInienne, c'est lorsque vous publiez une annonce sur LinkedIn, vous avez la possibilité, non pas de la publier, mais de manière ciblée, sur des groupes, par exemple. Je suis expert vous avez une annonce pour du oil and gas. Vous cherchez un driller engineer, il y en a très pénurique. Pourquoi ne pas poster cette annonce sur un groupe dédié à cette activité-là ou à ce métier-là? Mettre des annonces sur un groupe accroît drastiquement votre possibilité d'attirer le bon candidat. Alors, vos conseils, Emmanuel Stanislas? Je l'ai dit, effectivement, c'est très difficile aujourd'hui de recruter juste avec une annonce. C'est ce qu'on constate chez Clémentine. Et puis, je l'ai dit en préambule, ce que souhaite le candidat, c'est d'en savoir plus, le plus possible. Donc, et puis, évidemment, ensuite, de le renvoyer sur votre site. Donc, j'irai évidemment travailler mon annonce, mais j'irai travailler une page Join Us sur mon site et où je rendrai les choses encore plus riches. Page Join Us, oui. Alors, je vais devoir vous arrêter parce que comme vous n'êtes pas sonorisé, nos auditeurs doivent se dire qu'est-ce qui se passe, ça s'arrête. Je vous propose de distribuer votre carte de visite. Vous voyez, elle n'est pas morte, à mademoiselle. Il y a encore de l'avenir pour la carte de visite, malgré tout. Ok. Une autre question de la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur cette thématique du sourcing des candidats, des offres recruteurs? Non, mais moi je vais continuer tranquillement. On parlait justement des conseils pour les recruteurs, mais alors quid des candidats aujourd'hui qui travaillent à la fois leur mini-bio Twitter, mais aussi leur CV, mais aussi leur profil Facebook, etc. C'est quoi en gros, s'il y avait trois règles à retenir pour vous, Emmanuel? Je trouve qu'ils se sont effectivement très préoccupés par leur CV, leur profil, leurs photos, leur mise en avant, et pas assez préoccupés par le fait de se renseigner sur l'employeur. Je veux leur dire que dans le temps, quand on appelait un candidat, avant les réseaux sociaux, j'étais Emmanuel Stanislas de Clémentine, personne ne savait qui j'étais, et il n'y avait aucune façon, aucune manière de savoir qui j'étais, et moi j'en savais tant sur eux puisque j'avais leur CV entre les mains. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, évidemment, le candidat sait qui l'appelle, et c'est aussi en fonction de qui l'appelle qu'il répond. Je vais vous donner une expérience.
Pardon les RH qui sont majoritaires dans la salle et je ne vous prends pas pour des gens hautains. J'ai eu une très belle mission que je pensais réaliser extrêmement facilement, qui était un DRH adjoint pour un groupe de médias extrêmement connu sur la place de Paris. J'ai lancé ma recherche avec ma chargée de recherche et elle a adressé quantité de messages via les réseaux sociaux à des gens qu'on avait présélectionnés. J'ai eu peu de retours, je m'en suis étonné. 2 semaines plus tard, j'ai renvoyé le même message à partir de mon profil. Et dirigeant de Clémentine, vous vous rendez compte, c'est pas une star, et j'ai eu beaucoup plus de retours. Et donc je me suis rendu compte que c'était aussi ça, c'était pas simplement quel est le poste, mais je veux bien rentrer en contact, mais avec quelqu'un qui... Très personnalisé finalement. Voilà, et c'est plutôt avec lui que j'ai envie de parler, plutôt qu'avec ses juniors. Donc, mais si on reboucle sur le conseil aux candidats, c'est du coup de... Alors, pardonnez-moi, j'ai une autre expérience, et je pense que celle-ci, par contre, est passionnante. Pour le coup, je vais même donner le nom. J'ai recruté, parce que la mission est finie, j'ai recruté un directeur qualité pour la relation client chez Nespresso. Et donc, ils sont à Lyon. Et donc, j'ai d'abord précisé que le poste était confidentiel, mais que c'était à Lyon. J'ai donné 2-3 éléments du luxe, etc. Les gens Une personne a compris que c'était Nespresso, a retrouvé, c'est très aisé, celui qui était plutôt celle qu'il avait à remplacer, c'est-à-dire qu'il a fait expérience précédente, directrice de la qualité relation client chez Nespresso, a retrouvé cette personne, a vu qu'elle était partie, a compris que c'était un remplacement, a vu le profil de la personne qu'il avait à remplacer, a mesuré l'écart qu'il y avait entre son profil et celle qu'il avait à remplacer, s'est intéressé au profil de celui qui serait son manager, de ceux qui étaient ses pairs. Et donc, avec cet seul exercice, en 30 minutes, elle avait une grande finesse d'analyse sur la situation avant que je lui ai proposé et présenté le poste. Ça me fait penser à une autre anecdote et je rebondis dessus rapidement. C'est une start-up qui propose, le nom m'échappe, pardon, ça arrive, qui propose une mise en relation. Alors ça s'adresse aux développeurs, au profil IT, carrément avec les collaborateurs de la société. Donc en gros, on peut aller demander à Xavier ou Sébastien qui travaillent dans l'entreprise, raconte-moi un peu l'ambiance de l'entreprise avant que j'y rentre, c'est comment ? Ça aussi, ça émerge, c'est intéressant. Oui, L'Oréal l'a fait de façon très formelle, ils ont appelé ça des ambassadeurs, effectivement. D'accord. Ouais. Alors, 3 conseils, 3 règles à suivre pour le candidat. Alors, si vous n'avez pas un profil LinkedIn, déjà, vous le créez, c'est une première chose. Oh là là, c'est la demi-journée LinkedIn. Mettre une photo professionnelle. Enfin, une photo, quoi. Ne pas accepter n'importe quelle invitation dans son réseau. On ne mesure pas la qualité de son réseau au nombre de personnes qui constituent son réseau, mais dans sa qualité. Il y a la barre fatidique des 500, on est tous tentés. Je suis à 480, je vais accepter les 20 prochaines, mais... Au final, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est quand il y a une personne qui a 459. Ah tiens, peut-être qu'elle est un peu plus sélective. Et surtout, donner pour recevoir. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est votre identité professionnelle, mais c'est aussi une place, un endroit sur lequel on vient échanger une expertise, un savoir-faire sur un métier, sur une compétence qu'on a en particulier. Et vous verrez que si vous publiez un post ou si vous donnez votre avis et vous jumpez dans une discussion avec votre casquette d'expert, vous allez recevoir 10 fois plus que vous avez donné. Donc voilà, l'échange. J'ai une question toute personnelle, parce que je ne peux pas la poser à Emmanuel qui a fondé son entreprise, mais comment vous avez été recruté chez LinkedIn ? Alors, je suis le pur produit du candidat passif. Ouais, c'est-à-dire ? J'étais dans une boîte qui était super bien, j'étais bien payé, ça marchait bien, c'était Oracle, donc je venais de... Voilà. J'avais a priori aucune raison de partir. Et LinkedIn, je suis sur aucun autre réseau professionnel ou réseau social, pardon, j'ai pas de profil Facebook. Quel vieux con, me disent mes 2 filles. J'en ai 3, mais il y en a 2. Sont, du coup ? Ouais, voilà. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Et bref, tous les feux étaient au vert, j'avais aucune raison de partir. Et en fait, LinkedIn m'a dragué selon un dispositif assez classique de je me log et je suis targeté par une ad sur ma page d'accueil avec une photo projetée de ma tête chez LinkedIn. Alors là, j'ai dit, ouais, c'est pour moi. J'ai cliqué et j'étais... Alors ça, c'est aussi important. Je vous parlais de l'expérience du candidat. J'ai cliqué et j'étais à 2 clics de postuler chez LinkedIn. Si vous faites... J'ai fait le travail sur une grosse boîte française qui fait des automobiles. Avant d'arriver au poste qui vous plaît, 22 clics. 22 clics, c'est pas possible. Sur LinkedIn, j'ai fait 2 clics pour... Et voilà. Et en 3 mois, j'étais chez LinkedIn.
D'accord, ça vous plaît. Visiblement, ça vous plaît. Ah oui, oui, c'est top. Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur la fin de cette table ronde consacrée au sourcing des candidats à nos invités? Oui, non? Non. Alors moi j'ai une toute dernière question pour achever ce panel. L'email quand même, parlons un peu de l'email parce que c'est quand même un petit peu aujourd'hui, on va dire, un moyen de communication assez massif pour atteindre les recruteurs potentiels. Est-ce que c'est encore quelque chose qui se tente comme ça, de façon audacieuse, d'aller envoyer un mail? Et est-ce qu'on peut décrocher le Graal de temps en temps? Plusieurs sujets. Les emails qu'on a facilement sont des emails professionnels. Donc on peut le faire, oui, on ne peut pas le faire massivement. Voilà sa contrainte. Le plus, c'est qu'aujourd'hui, on est tous, ou la plupart d'entre nous, sur des open space qui rendent compliqué une conversation téléphonique avec un chasseur, mais beaucoup plus aisée par mail. Donc le mail sert à ça aussi. Le mail n'est être sur le plateau, au milieu des autres, et en train de converser avec un futur employeur ou un chasseur. Merci à tous les deux. On peut les applaudir bien fort d'avoir achevé ce panel.